Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de la fille qui criait au monstre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. Ce soir nous allons terminer le livre, je pense bien, car il ne fait pas trop chaud. Désolé pour ceux qui ont pensé que la vidéo précédente qui faisait à peine une vingtaine de minutes, vous avez pensé qu'elle était assez courte, mais je vous jure que j'aurais jamais pu lire beaucoup plus longtemps que ce que j'ai fait. Ici donc on va le terminer, ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous, nous étions toujours avec Betty qui essaie de prouver par Mons et par Vaux que le bibliothécaire Monsieur Mortimer est un monstre, mais personne ne la croit parce que c'est de base une petite mytho, hein, on va pas se le cacher. Et son ami Steph n'a pas voulu aller avec elle à la bibliothèque pour qu'il soit témoin de la transformation de Monsieur Mortimer, donc elle avait pensé à le faire toute seule avec son appareil photo, mais elle, comme une idiote on va dire, elle a oublié d'enlever le flash. Ou alors on n'en est pas encore là, mais je pense que si, je vais aller voir, pour pas dire de bêtises, car je pense que si on n'est pas encore autant au fait que il n'y avait pas de flash, ben je pense qu'il va y en avoir un. C'est couru d'avance. Voilà, j'y suis. Bon, on n'y était pas encore, elle n'avait pas encore pris la photo, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de flash. Mais en tout cas, c'est ce que nous allons voir d'ici peu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Le temps paraissait suspendu, tout se passait au ralenti. J'avais tellement hâte d'en finir, d'avoir ma preuve et de quitter cet endroit horrible. Mais M. Mortimer ne se pressait pas, il vaquait tranquillement à ses occupations. Il pliait un papier, en lisait un autre, ou le jetait dans la corbeille. Il chantonnait ou parlait tout seul. Enfin, il arriva à la dernière feuille. Ça y est, pensai-je, c'est le moment. Mais non. Il prit une pile de livres et le replaça sur les étagères tout en fredonnant. Je m'enfonçais dans l'ombre en espérant qu'il ne viendrait pas de mon côté. Je l'implorais silencieusement de se dépêcher. Mais quand il eut terminé, il prit un autre tas et continua le même manège. Il allait et venait, mais je ne pouvais plus le voir. Il était quelque part entre les étagères. Et moi, j'étais coincé derrière mon armoire, enfermé dans cette baraque délabrée. Soudain, il grommela tout près de moi. Je vis son visage émerger d'un rayon. Je fus saisi de frayeur, car, si je le voyais, il pouvait aussi me voir. Je rentrai la tête dans les épaules et m'accroupis. Et je restais là, sans bouger, presque sans respirer. Il continua à parler tout seul. Cependant le son de sa voix faiblit. Il s'éloignait. Je me relevai, soulagé, serrant mon appareil dans la main droite. Je jetai un regard furtif. Ses chaussures grinçaient sur le parquet, et sa tête chauve et luisante apparut dans la lumière. Il se dirigea à pas mesurés vers son bureau. La pendule émettait son tic-tac bruyant. Je faillis perdre patience. « Que fais-tu donc là ?» me reprochai-je avec colère. « Il ne se transformera pas en monstre ce soir. Tu perds ton temps. Tu paniques pour rien. » Une autre voix ajoutait. « Quelle idée tu as eue. Il découvrira ta présence dès que tu avanceras pour prendre la photo. Il te courra après et ne te laissera jamais sortir d'ici vivante. Betty, va-t'en pendant qu'il est encore temps. Vite. » J'étais perdu dans mes pensées, de plus en plus effrayé. Je me redressai complètement en m'appuyant contre l'armoire et m'efforçai de mettre de l'ordre dans mes idées. Combien de clichés puis-je prendre avant qu'ils ne s'en aperçoivent? 3? 4? Un seul suffirait. Espérons qu'il chantera fort, sans quoi il entendra le déclic de l'appareil. Mais fiche donc le camp. Allez. Non, une seule photo, juste une seule. Je m'avançai et risquai un œil. M. Mortimer tenait le bocal de mouche. Enfin. C'est l'heure du dîner, mes timides amis, dit-il. Et tout recommença. La tête qui enfle, les yeux exorbités, la langue de serpent qui pend de l'immense bouche noire. Il souleva le couvercle et prit une poignée d'insectes. C'était le moment. Je me penchai et fis le point. Seulement, je tremblais si fort que cela prit du temps. M. Mortimer avalait consciencieusement sa première ration. Il mâcha bruyamment. J'eus du mal à centrer. J'étais tellement nerveuse que l'appareil ne tenait pas en place. Heureusement qu'il chante, pensai-je en posant l'index sur le déclencheur. Comme ça, il n'entendra pas le déclic. Il se régalait. Juste au moment où j'allais appuyer, il me tourna le dos. Ouf, je m'arrêtai à temps. Le sang battait si fort dans mes tempes que ma vue se troubla. Que fabriquait-il?
Il cherchait un autre récipient. Il s'en empara, se rassit et l'ouvrit. Je visais une nouvelle fois. Que contenait cette chose? Le vrombissement était différent de celui des mouches. Mon Dieu, des mythes toutes blanches. Quelle horreur! Il en attrapa une grosse quantité, l'enfonça goulûment dans sa bouche monstrueuse et mâchonna. L'instant de vérité approchait. J'inspirai profondément et me penchai de nouveau. Tenant fermement l'appareil, je pressai le bouton. Le flash! J'étais tellement concentré sur le déclic que j'avais oublié que mon appareil était automatique. L'éclair aveugla M. Mortimer qui poussa un cri de rage. Ébloui, il couvrit son visage avec ses mains. Je demeurai stupidement dans mon coin, glacé de stupeur. « Qui est là » rugit-il. Il ne m'avait pas encore vu. Ses yeux globuleux devaient être très sensibles à la lumière, et le flash avait dû l'aveugler. Il poussa un grondement si terrible que les murs renvoyèrent ce son en un écho sans fin. J'eus quand même la présence d'esprit de reculer. « Qui est là? Tu ne t'en sortiras pas comme ça » hurla-t-il. Il vint dans ma direction en chancelant. Son corps se balançait. Il se retenait aux étagères pour garder son équilibre. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, ses pas se faisaient plus hésitants. Il respirait furieusement dans une sorte de râle. « Qui est là? Qui est là ?» répéta-t-il. « Betty, fiche le camp d'ici, m'ordonnai-je. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu ne t'en sortiras pas vivante. »« Oh que si, tu vas voir, pensai-je. » Il n'était plus qu'à quelques mètres de moi. Il scrutait les allées, cherchait de tous les côtés, mais il ne m'avait pas encore repéré. Il ne me reste plus qu'à détaler avec ma preuve indiscutable. Il se rapprocha. Il n'était plus qu'à une rangée de moi. J'étais paralysé. « Dépêche-toi, va-t'en !» Je m'élançai, dans ma hâte, je me cognai. Des livres tombèrent sur le sol. « Cours, cours, plus vite, ne t'arrête pas !» J'avais un mal fou à me déplacer. « Cours, Betty, cours, il est juste derrière toi !» Mes jambes m'obéirent enfin et je me mis à galoper. Je me dirigeai vers la sortie comme une flèche. « Tu ne t'en sortiras pas !» aboya le monstre. « Je t'entends, je sais où tu es !» Je fonçai vers le couloir étroit et sombre en poussant un cri de terreur. Soudain, je me pris les pieds dans un chariot et tombai lourdement sur le sol. J'atterris sur les genoux et l'appareil bascula sur le parquet. « Je te tiens, enfin !» grogna M. Mortimer en avançant vers moi. Mes jambes étaient coincées, je ne pouvais pas me relever. La créature arrivait sur moi de sa démarche lourde. La terreur m'empêchait de bouger. J'essayais en vain de me redresser en m'aidant des deux mains, mais mon corps pesait une tonne. « Ça y est, c'est la fin, il va me tuer » me lamentai-je. Dans un suprême effort de volonté, je repoussai le chariot et, miracle, il bougea. Me dégageant rapidement, je me relevai. L'horrible bibliothécaire n'était plus qu'à quelques mètres. Il scrutait l'obscurité. J'attrapai l'appareil photo et, chancelante, me dirigeai vers l'entrée. La tête me tourna. « C'est fichu » pensai-je. Une sonnerie retentit. Je crus d'abord que c'était une alarme. Non, je reconnus celle du téléphone. J'arrivai enfin à la porte d'entrée. Le monstre hésitait. Un liquide vert coulait de sa bouche grande ouverte. Il s'arrêta, dérangé par ce son. J'étais sauvé par le gong. Je défis le loquet, ouvris le lourd battant et m'élançai vers la liberté. Je parcourus 200 mètres sans ralentir mon rythme. Tout en courant, je fermai les yeux pour apprécier l'air frais sur mon visage et la douce chaleur de cette fin d'après-midi. Mes cheveux flottaient dans le vent et je me sentais libre, libre et en sécurité. Une photo. Je n'avais pris qu'une seule photo et elle avait failli me coûter la vie. Oui, mais je tenais enfin ma preuve. Il fallait que j'aille faire développer tout de suite ma pellicule. Je marchai rapidement jusqu'à chez moi. Juste avant d'y arriver, j'eus brusquement une impression désagréable. Et si M. Mortimer était déjà en train de m'attendre? Il était peut-être assis sur le perron, prêt à s'emparer de mon cliché. J'hésitais, mais il n'y avait personne en vue. Peut-être se cachait-il dans les buissons ou de l'autre côté de la maison. J'avançai prudemment, observant les alentours. « Tu es stupide, me reprochai-je. Comment aurait-il pu arriver ici avant toi ?» Qui plus est, je n'étais pas sûr qu'il m'ait reconnu. La lumière était éteinte, la pièce était plongée dans une obscurité totale, et en plus, il avait été aveuglé par le flash. Je respirais un peu mieux. Mon père arriva en voiture en même temps que moi. Je fonçai au garage. « Hello » fis-je en essayant de paraître décontracté. J'avais les cheveux ébouriffés et les vêtements plus que froissés.
Comment ça va répondit-il d'une voix fatiguée tandis qu'il fermait la portière. Papa, est-ce qu'on peut faire développer cette pellicule maintenant? Je plaçai l'appareil sous son nez. Attends une minute, tu veux bien? Je viens juste d'arriver. On en parlera après le dîner. Non, il faut le faire tout de suite. Il y a une photo que je veux vous montrer. Il continua son chemin. Ses souliers crissaient sur les graviers. Visiblement, il ne m'écoutait pas. Papa, je t'en supplie, c'est super important. Il détourna la tête, arborant son sourire en biais. Papa, s'il te plaît. Qu'a-t-elle donc de si urgent dit-il en se passant la main dans les cheveux. J'avais tellement envie de tout lui raconter, mais je m'arrêtais juste à temps, me souvenant de ses réactions précédentes. Il ne m'aurait pas cru et m'aurait laissé tomber. On pourrait aller jusqu'à la grande avenue, là où il y a une boutique qui développe les films en 1 heure. Comme ça je te montrerai pourquoi c'est si urgent. Il se contenta d'ouvrir la porte d'entrée en relevant le nez, espérant humer une bonne odeur de cuisine. Maman vint nous accueillir. Ce n'est pas la peine de renifler, je n'ai rien fait à manger ce soir. On dîne dehors. Chouette, m'exclamai-je. Et si on essayait le restaurant chinois dans la galerie marchande? Comme ça on pourrait en profiter pour faire développer mon film. Oh, papa, dis oui. Bonne idée, fit maman en se tournant vers moi. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de film? C'est un secret. Betty ne veut rien dire, confia papa, avant que je puisse répondre. Malheureusement, je n'arrivais pas à tenir ma langue plus longtemps. J'ai pris M. Mortimer à la bibliothèque. Vous verrez, j'ai la preuve qu'il est un véritable monstre. Comme ça, vous me croirez. Maman secoua tristement la tête. Papa écarquillait ses yeux ronds comme des billes. D'accord, céda-t-il, sarcastique. Je te croirai quand j'aurai vu cette prétendue preuve. Gary, dépêche-toi, on va au restaurant chinois. Pourquoi le chinois? Râla bien sûr mon frère. De toute façon, il n'est jamais d'accord avec ce qu'on lui propose. Allez, fit maman, tu auras plein de vermicelles, ceux que tu adores. Je rembobinai ma pellicule afin de la déposer au magasin avant le dîner. Et Betty, pas d'horreur pendant que nous serons à table, avertit mon père. Je t'interdis de faire peur à ton petit frère. Promis, juré. Après le dîner, je n'aurai pas besoin de parler de monstres, pensais-je. Je n'aurai qu'à leur montrer le cliché. Le repas fut interminable. Gary n'arrêtait pas de pleurnicher et de se plaindre de tout. Rien n'était à son goût. Les vermicelles étaient trop mous, les travers de porc trop gras et la soupe trop chaude. En plus, il renversa son verre de limonade sur la table. Je ne fis aucune attention à la conversation, ne pensant qu'à ma photo. Je n'en pouvais plus d'attendre. Je m'imaginais déjà leur tête quand ils verraient que j'avais raison. Ils me feraient des excuses en promettant de toujours me croire à l'avenir. Mon père regretterait son scepticisme et m'achèterait l'ordinateur dont je rêvais. Maman m'offrirait la bicyclette dont elle m'avait parlé, et Gary me demanderait pardon. Et papa ajouterait « Tu peux aussi te coucher à 10 heures, même les jours de classe. » La voix de ma mère me fit brusquement sortir de mon doux rêve. « Je suis sûr que tu n'as pas écouté un mot de ce que nous disions. »« J'étais en train de penser à quelque chose, bredouillai-je. Je pris mes baguettes et engloutis une bouchée de riz. Elle pensait encore à ces monstres, intervint Gary en grimaçant. Betty, je ne veux pas d'histoire, hein, trancha maman. Je n'ai rien dit, m'indignai-je. Finissez votre repas, ordonna papa en s'essuyant le menton. Puis, il paya la note. Gary faillit renverser un autre verre de limonade sur la nappe quand il se leva de table. Je sortis en courant du restaurant tellement j'étais impatiente. Je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. Le magasin de photos était à l'étage supérieur. Je montais les marches de l'escalator 2 à 2. Je pénétrai dans la boutique comme une furie en demandant à la vendeuse, sans reprendre ma respiration, si mes tirages étaient prêts. Elle se retourna vers moi, un peu étonnée par ma voix au perché. « Votre nom » demanda-t-elle. Elle feuilleta les enveloppes, lentement, trop lentement. Je tapotais nerveusement le comptoir. « Et ça s'écrit » Je le lui éplais consciencieusement, essayant de me contrôler du mieux que je pouvais. Je me penchai sur le comptoir, le cœur battant. Elle continuait son manège en remuant les lèvres, comme si elle répétait les noms inscrits. Enfin, elle trouva la pochette et me l'attendit. « Ça fera 3 $, annonça-t-elle. « Catastrophe, je n'avais pas d'argent sur moi. Une seconde, je vais demander à mon père de quoi vous payer. » Heureusement, papa arriva sur ses entrefaites et régla la somme demandée. Mes mains tremblaient tout en ouvrant l'enveloppe. « Calme-toi, Betty, » fit maman, inquiète. J'examinai les photos, celles de la soirée d'anniversaire de Gary. Je jetai un coup d'œil rapide sur les mines stupides de ses copains. « Où est-elle? Mais où est-elle » m'énervai-je. Bien entendu, celle qui m'intéressait était la dernière du tas. « La voilà !»
Mes parents se penchèrent par-dessus mon épaule pour mieux voir. Des clichés me tombèrent des mains et s'éparpillèrent sur le sol tandis que je contemplais mon chef-d'œuvre. J'étais interloqué. La photo était claire. Le bureau était bel et bien là, planté au fond de la grande salle de lecture, en pleine lumière. On pouvait apercevoir les papiers épars, l'aquarium de tortues dans le coin à droite et une grosse pile de livres. À gauche s'alignaient de petites étagères contenant des dossiers. Sur la plus basse d'entre elles était posé le bocal de mouches. Mais il n'y avait pas l'ombre d'un monstre. Pas de monsieur Mortimer. Personne. C'est à n'y rien comprendre, murmurai-je. Il était bien là, derrière son bureau. Il n'y a pas grand monde, ironisa papa. Il n'y a même personne. Mes mains tremblaient. Enfin, Betty, qu'est-ce que tu nous chantes, renchérit maman. Puisque je vous dis qu'il était là, insistai-je. Et je montrai d'un doigt tremblant l'endroit où la créature aurait dû se trouver. Fais voir, intervint Gary en riant. Il m'arracha la preuve des mains et s'écria. Là, il est là, je le vois, moi. Mais il est invisible. Ah, c'est drôle, articulai-je faiblement. Je poussai un soupir. Je me sentais horriblement mal. Je n'avais qu'une envie, me cacher dans un trou et ne plus en sortir. Il est invisible, répétait Gary, ravi de sa plaisanterie. Mes parents me regardaient d'un air consterné. Mais vous voyez bien que c'est vrai puisqu'il n'apparaît pas alors qu'il était là. Papa secoua la tête en fronçant les sourcils. Tu ne trouves pas que tu pousses le bouchon un peu loin? Maman mit la main sur mon épaule. Je commence à me faire du souci pour toi, ma fille, dit-elle doucement. Je pense que tu t'es mise à croire à tes propres histoires. Le jour suivant, Steph et moi étions cachés derrière un buisson longeant la bibliothèque. Incroyable que tu me forces à faire une chose pareille, gronda-t-il. Tu me dois bien ça. L'air était plutôt frais. Le soleil se trouvait derrière les arbres. Des ombres bleutées s'allongeaient sur le gazon. Qu'est-ce que je te dois? Tu devais venir avec moi hier, tu te souviens? Tu m'as trahi. Il chassa un moustique de son nez. Ce n'est quand même pas de ma faute si j'ai dû aller chez le dentiste. Peut-être, mais moi je comptais sur toi, et par ta faute je me suis mise dans un pétrin impossible. Quel genre de pétrin? Il se laissa tomber par terre et s'assit. Mes parents ne veulent plus rien entendre à propos de monsieur Mortimer et de mes histoires de monstres, m'exclamai-je. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ça non alors. J'ai vraiment besoin de toi, Steph. Il faut que tu vois ce monstre de tes propres yeux, pour que tu puisses le leur répéter. Toi, ils te croiront. Pour ce qui me concerne, ils pensent que je suis folle. Il allait répondre, mais quand il vit que j'étais réellement embêté, il se tut. Les feuilles murmuraient sous l'effet d'une brise légère. Je gardais les yeux fixés sur la porte d'entrée. Il était 6h20. Monsieur Mortimer allait sortir d'une minute à l'autre. Cette fois, j'avais préféré que nous l'attendions à la sortie. Nous le suivrons jusqu'à chez lui? Demanda Steph en se grattant le cou. Pourquoi ne pas l'espionner ici, pendant qu'il est encore à l'intérieur? La fenêtre est trop haute et on ne voit pas grand-chose. Il m'a dit qu'il rentrait à pied chez lui tous les soirs. Je veux que tu le vois se transformer, comme ça tu me croiras. Je repris ma surveillance depuis le buisson. Mais je te crois, grimaça Steph. Si on rentrait maintenant? Chut! La porte venait de s'ouvrir. Monsieur Mortimer apparut sous le perron. Nous passâmes notre tête légèrement au-dessus du buisson. Il tourna la clé dans la serrure. Il portait une chemise à manches courtes, rayée blanc et rouge, et un pantalon gris qui formait des poches aux genoux. Nous nous tiendrons loin derrière lui. Il ne faut pas qu'il nous voie. Merci du conseil, dit Steph, sarcastique. Nous attendîmes, agenouillés, qu'il s'avance dans l'allée. Il hésita un moment sur le perron. Puis, tout en marmonnant comme à son habitude, il s'éloigna. Qu'est-ce qu'il a donc à murmurer comme ça? Il parle souvent tout seul, répondis-je. Nous le laissâmes faire une bonne centaine de mètres avant de nous relever et de le suivre en douce, dissimulé dans l'ombre des haies. Tu sais où il habite? S'enquit Steph. Écoute, si je le savais, on ne l'aurait pas attendu là, non? D'accord, je n'ai rien dit. Suivre quelqu'un sans se faire remarquer était beaucoup plus difficile que je ne l'avais prévu. Il nous fallut couper à travers les jardins, ce qui fit parfois aboyer des chiens, ou bien traverser des jets d'eau, et même passer à travers des rangées d'épineux. À chaque croisement, M. Mortimer regardait précautionneusement à droite et à gauche. J'espérais de tout cœur qu'il ne s'aperçoive pas de notre présence. En fait, il habitait plus loin que je ne le pensais. Nous arrivâmes au bout du village et, après la dernière maison, il n'y eut plus que des champs plats. Voilà qui se compliquait. Il les traversa à grande enjambée, ses bras trapus se balançant au rythme de sa marche. Aucun arbre à l'horizon, il n'y avait rien pour nous dissimuler. Si jamais il se retournait, nous étions cuits.
De l'autre côté du terrain vague, on voyait de petites bâtisses en briques entourées de jardinets. Il tourna à gauche. Nous nous cachâmes derrière une grosse poubelle et le vîmes s'arrêter devant l'une des maisonnettes. Il chercha ses clés au fond de sa poche. « Ça y est, on a gagné !» triomphai-je. « Tiens, c'est drôle, je crois que mon copain Ralph habite aussi dans ce coin, » remarqua Steph. « On s'en fiche, concentrons-nous sur notre affaire. » Nous attendîmes que M. Mortimer soit rentré et nous approchâmes, le plus près possible de la maison. Les murs extérieurs, défraîchis, avaient grand besoin d'un coup de peinture. Nous avançâmes rapidement sur un petit chemin qui faisait le tour du bâtiment. À l'arrière, nous trouvâmes une fenêtre fermée et suffisamment haute pour nous dissimuler en dessous. M. Mortimer alluma la lumière. « Ça doit être le salon, » murmurai-je. Une expression d'angoisse se peignit sur la figure de Steph. Il devint si pâle que ses taches de rousseur ressortirent. « Oh, que je n'aime pas ça !» se plaignit-il. « C'est le genre d'histoire qui sent mauvais. »« Ne t'inquiète pas, nous avons fait le plus dur. Maintenant, il suffit de l'observer à travers la vitre. Mais tu vois bien qu'elle est trop haute, on ne peut rien voir. » Il avait raison. De là où j'étais, je ne distinguais que le plafond de la pièce. Je me rendis compte alors que Steph ne me serait d'aucune aide. Il était trop effrayé. Son nez remuait comme celui d'un lapin. Il fallait à tout prix que je trouve un moyen de l'occuper, sans quoi il allait s'enfuir. « Cherche un truc sur lequel on puisse grimper, » proposai-je. « Une échelle ou n'importe quoi. » Une autre lampe s'alluma dans une pièce, la cuisine sûrement. Mais je constatai que la fenêtre était également trop haute. « Tiens, regarde, » dit Steph en revenant avec une brouette. « C'est parfait, mets-la ici, je vais essayer de monter dessus. » Il la poussa jusqu'à moi. « Tiens-la bien, » fis-je avec appréhension. Je pris appui sur son épaule et grimpai sur la brouette. Je tentais de garder mon équilibre tandis qu'il tenait les montants en tremblant. Mon poste d'observatoire bougeait un peu. « Je fais de mon mieux, tu sais, » grommela Steph. « Voilà, ça devrait aller. » Soudain, un chien aboya dans les environs. Un autre se joignit au premier et ce fut bientôt un concert d'aboiements. « Tu vois quelque chose » demanda Steph. Les doigts agrippés au ciment, je m'élevai sur la pointe des pieds et risquai un œil dans la pièce. Oui, il y a un grand aquarium rempli de poissons tropicaux, juste devant. À peine avais-je prononcé ces paroles qu'un visage surgit et se plaça à quelques centimètres de mon nez. Monsieur Mortimer. Il me fixait, terrifiant. J'en eus le souffle coupé et perdis l'équilibre. Je tombai lourdement sur le sol et me cognai les genoux et les coudes. « Aïe !» m'exclamai-je. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'alarma Steph. « Il m'a vu !» Je respirais à fond, j'avais des élancements partout. La bouche de Steph restait grande ouverte. Anxieux, nous regardions vers la vitre, nous attendant à voir jaillir M. Mortimer. Mais non, tout était tranquille. Il n'y avait pas un signe de vie. Je me remis vivement sur mes deux pieds et je demandai à Steph de redresser la brouette. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» balbutia-t-il. « On recommence, bien sûr. » Même si mes jambes tremblaient, je repris place sur mon perchoir. En saisissant le rebord de la fenêtre, je me hissai. Le soleil déclinait déjà. Je n'avais pas un très bon angle de vue et l'aquarium me gênait. Si seulement j'avais été un tout petit peu plus grande, j'aurais pu mieux voir. « Qu'est-ce qu'il fabrique ?» soupira Steph. « Rien. »« Oh, attends !» Monsieur Mortimer contemplait ses poissons. Il était devant moi, à 2 mètres. Je frissonnais et me cramponnais davantage à la bordure. Il avait les yeux fixés sur les poissons et une grande satisfaction éclaira son visage flasque. Son crâne chauve paraissait jaune sous l'éclairage de la lampe. Sa bouche remuait. Visiblement, il parlait à ses animaux. Malheureusement, je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Soudain, tout en souriant, il se mit à changer. « Ça y est, Steph !» murmurai-je. « Il se transforme !» La tête enfla, les yeux sortirent des orbites. J'étais à la fois effrayé et fasciné. Je me tenais réellement prêt. Et surtout, j'étais folle de joie car Steph allait pouvoir constater que je n'avais pas blagué. La terreur reprit le dessus quand la bouche du monstre s'agrandit. Elle se tordit dans un horrible rictus qui déforma sa figure gonflée comme une baudruche. Je grelottais, le visage pressé contre le carreau. Il plongea la main dans l'eau et s'empara d'un poisson tout bleu. Il le sortit et le plaça entre ses lèvres. Ses dents jaunes mordirent cruellement la pauvre bête frétillante. Puis il mâcha consciencieusement. Ce spectacle horrible m'arracha un hoquet. M. Mortimer attrapa un escargot reposant dans le coin de l'aquarium et l'écrasa entre ses mâchoires. La coquille explosa avec un tel bruit que je l'entendis à travers le verre. Je me sentis mal, j'avais la nausée. Il l'avala tout cru,
Puis, en cherchant un second, je crus que j'allais défaillir. « Steph, Steph, balbutiai-je. Viens, aide-moi à descendre, il faut que tu vois ça. Vite, il faut que tu vois le monstre. » Il ne répondit pas. Je baissai les yeux. Steph avait disparu. Je ressentis comme un coup de couteau. Tout mon corps était agité de tremblements. J'étais glacé. Où était Steph? Il avait dû s'enfuir terrorisé sans rien me dire. Ou bien lui était-il arrivé malheur? Je me mis à crier. « Steph! Steph! Où es-tu » Mais j'avais complètement oublié que je n'étais qu'à quelques mètres du monstre. « Chut, ne crie pas » répondit Steph en se précipitant vers moi. « J'arrive. »« Mais tu étais où » Il désigna l'autre côté du mur. Je pensais trouver une échelle pour monter moi aussi. Tu ne peux pas savoir ce que tu m'as fait peur. Je jetai un autre coup d'œil par la fenêtre. M. Mortimer avalait à présent une anguille, goulûment, comme si c'était un spaghetti. « Dépêche-toi, Steph, aide-moi à descendre, dis-je, toujours tremblante d'effroi. Il faut que tu le vois avant qu'il change d'aspect. C'est vraiment un monstre? Tu ne blagues pas? Steph était sous le coup de l'émotion. Monte, et tu le constateras toi-même, ordonnai-je. En redescendant, je glissai sur le bord de la brouette qui se retourna et racla bruyamment le mur. Je tâchai de me rattraper au rebord de la fenêtre, mais je lâchai prise et retombai lourdement. Je poussai un cri de douleur. Je rampai sur le sol, le souffle coupé, tellement j'avais mal. Je levai la tête et là, j'aperçus derrière le carreau la face effroyable qui oscillait. Je fis des efforts désespérés pour me relever, mais le côté droit de mon corps était paralysé. « Steph, au secours » implorai-je. En vain. Mon ami s'était déjà précipité dans la rue. Il courait comme un fou vers son salut, les bras écartés. J'apercevais même l'herbe qu'il arrachait avec ses chaussures. Je surmontai la douleur et parvins à me mettre debout. Je marchais d'un pas hésitant en essayant de dissiper mon malaise. Puis je pris une profonde inspiration et commençai à courir en boitant, suivant Steph qui paraissait bien loin. Je n'avais pas fait 20 mètres que brusquement des mains puissantes saisirent mon épaule. Monsieur Mortimer. Je voulus hurler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Monsieur Mortimer me tenait fermement et je sentais à travers ma chemise la chaleur de ses mains moites. Je fis des efforts désespérés pour me libérer, mais il était trop fort pour moi. Il me fit pivoter et me regarda avec ses pupilles noires, étonné. On aurait dit qu'il me voyait pour la première fois. « Betty » s'exclama-t-il de sa voix éraillée. Puis il me lâcha et fit un pas en arrière. Je soufflais comme un phoque. J'étais tellement terrifié que je pensais que ma poitrine allait exploser. Comment avait-il fait pour retrouver si vite son aspect normal? Qu'allait-il faire de moi? « C'est toi, Betty ?» J'ai cru un instant que c'était un cambrioleur. Il secoua la tête, sortit de sa poche un grand tissu blanc et essuya son front sur lequel perlait de la sueur. « Désolé, bégayai-je en étouffant. Il replia son mouchoir et le remit dans sa poche. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?»« C'est-à-dire... Mon cœur battait tellement fort que je sentais les pulsations dans mes tempes. De plus, ma hanche me faisait encore souffrir. Je cherchais désespérément dans ma tête, tout embrouillé, une idée qui pourrait me sauver. Il le fallait. « Eh bien, j'étais venu vous dire que je serai en retard pour notre prochain rendez-vous. » Il plissa ses petits yeux et me scruta, pensif. « Il n'y avait rien d'urgent, c'est dans 5 jours. Et pourquoi regarder par la fenêtre? Tu aurais pu sonner à la porte. Trouve quelque chose, Betty, trouve quelque chose de plausible. Bon sang. Je ne savais pas si vous étiez là. J'essayais simplement de vous apercevoir avant de vous déranger. Vous comprenez, pour le rendez-vous, c'est une question de politesse. » J'avais fait de mon mieux pour donner une explication intelligente, mais prudente, je reculais tout de même un peu. Me croyait-il? Le mensonge n'était-il pas trop gros? Difficile à dire. M. Mortimer continua à me dévisager. Il réfléchissait en se frottant le menton. « Mais c'était inutile de faire tout ce chemin pour cela, dit-il doucement. Tu es à bicyclette ?» Il la cherchait des yeux. Non, je suis venu à pied. Tu devrais appeler ton père ou ta mère pour qu'ils viennent te chercher. Viens chez moi, tu pourras téléphoner. Rentrer dans la maison du monstre? Ça, jamais. Vous savez, ce n'est pas la peine. Merci bien, monsieur Mortimer, fis-je en reculant encore. Ce n'est pas si loin. Si, si, insista-t-il avec un sourire qui ressemblait plutôt à une grimace. Le téléphone est dans le salon. Il ne te mordra pas. Je frémis d'horreur. Je venais tout juste de le voir croquer ses escargots et l'anguille. Il n'était pas question que je mette les pieds dans cette bâtisse. Si j'y entrais, j'avais peu de chance d'en ressortir vivante. « Il faut que j'y aille, répliquai-je en lui faisant un signe d'adieu. J'étais envahi par la peur. Je savais que,
Si je ne fichais pas le camp immédiatement, la peur prendrait le dessus et je serais incapable de courir. Mais enfin, Betty. Au revoir, monsieur Mortimer. Et tout en agitant la main, je galopais vers la grande route. Vraiment, tu n'aurais pas dû venir de si loin, me cria-t-il. Ça, c'est sûr que je n'aurais pas dû venir, pensais-je tout en avançant. Je m'en rends compte maintenant. D'ailleurs, va-t-il me laisser filer? Je ne peux pas croire qu'il ait avalé mon excuse bidon. Pourquoi m'a-t-il laissé partir? Au bout de 50 mètres, je me mis à marcher normalement. J'avais encore très mal à la hanche, et soudain, un mal de tête épouvantable me submergea. 7h10. Il commença à se faire tard. Un mince ruban de nuages passa devant le soleil qui approchait de l'horizon. Je m'apprêtais à franchir la grande route lorsque quelqu'un me prit par le bras. « Oh non, pitié !» Je me retournai et poussai une sorte de glapissement. Au lieu du monstre, je tombais nez à nez avec « Steph !» J'avalais difficilement ma salive, essayant de chasser l'angoisse qui m'avait envahi. « Je t'attendais, avoua-t-il, tout tremblant. » Les poings crispés, il était sur le point d'éclater en sanglots. « Où étais-tu, Betty? J'ai eu tellement peur. »« Mais j'étais là-bas, tu sais bien. J'étais prêt à appeler la police. Je m'étais caché derrière cette maison et... » Soudain, je me suis souvenu de la raison pour laquelle nous avions risqué nos vies. « Tu l'as vu ?» l'interrompis-je. « Non, fit-il tristement. J'étais trop loin. »« Oui, mais avant par la fenêtre, quand il s'est transformé, et lorsqu'il a avalé des escargots tout crus. »« Non, Betty, je suis désolé, j'aurais bien aimé. »« Oh non, me désolai-je, tout est à recommencer. » 5 jours plus tard, il faisait un sale temps. Ma mère et moi discutions âprement dans la cuisine. « Maman, tu ne comprends pas, je ne veux pas y aller. »« Betty, tu n'as pas le choix, c'est moi qui décide. Tu y vas, un point c'est tout. » Je tâchais de lui expliquer que je ne pouvais pas aller à la bibliothèque, mais elle ne voulut rien entendre. Il n'y avait pas à discuter. « Maman, tu dois me croire. » J'essayais de ne pas pleurer, mais ma voix se faisait de plus en plus ténue. « Monsieur Mortimer est un monstre, je ne peux plus le voir. »« Écoute-moi bien, Betty, fit-elle, exaspérée. Ton père et moi en avons assez de tes délires. » Elle se rapprocha de moi, très en colère. « En fait, tu ne t'intéresses à rien, tu n'es qu'une paresseuse, voilà ton problème. »« Mon problème, c'est monsieur Mortimer. »« Eh bien, s'il se transforme en loup-garou la nuit, ça ne regarde que lui. Mais toi, tu ne vas pas abandonner cette activité. Tu vas aller à ton rendez-vous cet après-midi, même si je dois t'y conduire de force. »« D'accord, mais viens avec moi. » J'aurais pu lui faire accepter de se cacher et d'espionner monsieur Mortimer. Seulement, elle aurait pensé que je me moquais d'elle. Elle haussa les épaules et sortit de la cuisine. 1 heure plus tard, je montais les marches de la bibliothèque en traînant les pieds. Il pleuvait des cordes. Je n'avais même pas pris de parapluie, tellement j'étais furieuse. Je me moquais bien d'être trempée. Les cheveux dégoulinants, j'entrais dans le hall. Je me secouais comme un chien et mis de l'eau partout. Je frissonnais, plus de peur que de froid. Me retrouver dans cette horrible baraque me glaçait le sang. Je retirai mon sac à dos humide. Comment allais-je me présenter devant M. Mortimer et affronter son regard après ce qui s'était passé chez lui? Il avait forcément des soupçons. J'en voulais à maman qui m'avait forcé à venir ici. Qu'il me dévore, c'est tout ce qu'elle méritait. Je me représentais toute la famille rassemblée, sanglotant, n'en pouvant plus de chagrin. Ah, si seulement nous l'avions cru, si nous l'avions écouté. J'avançais dans la salle de lecture, tenant mon sac devant moi, comme un bouclier. Je fus un peu soulagé en constatant qu'il y avait beaucoup de monde. Des enfants et des adultes furetaient un peu partout entre les étagères. Monsieur Mortimer n'osera rien me faire, me rassurai-je. Lorsque j'arrivai dans son bureau, j'aperçus son chandail à col roulé vert. Habillé ainsi, il avait l'air d'une tortue, une immense tortue. Il tamponnait des livres et ne remarqua pas ma présence. Je m'éclaircis la voix. « Monsieur Mortimer ?» Il leva la tête et me regarda avec un grand sourire. « Ah, c'est toi, Betty. Donne-moi 5 minutes, tu veux bien ?»« Oui, bien sûr, je vais attendre. » Il semblait normal, gentil et pas du tout en colère. Peut-être avait-il cru à mon histoire? Je m'assis devant la table et brossai mes cheveux. Je consultais la grande pendule, attendant nerveusement qu'il s'adresse à moi. Le tic-tac était bruyant et chaque seconde me pesait. Les enfants firent enregistrer leurs prêts et s'en allèrent. Puis les dames partirent à leur tour. Bientôt, nous ne fûmes plus que 2, lui et moi. M. Mortimer mit en ordre une pile de livres et me regarda enfin. « Je reviens dans 1 minute, Betty, » dit-il d'un ton amical. Il quitta sa chaise et se dirigea vers le fond de la pièce. Je pensais qu'il était parti aux toilettes.
Un éclair illumina la fenêtre, puis le tonnerre gronda. Soudain, j'entendis un bruit caractéristique de verrou que l'on ferme. La porte d'entrée. Au bout de quelques secondes, il revint souriant. Il marchait d'un pas alerte et frottait ses grosses mains potelées. « Et si nous parlions de ton livre ?» annonça-t-il en se dirigeant vers moi. « Mais, monsieur Mortimer, vous avez fermé la porte à clé ?» J'avais du mal à avaler ma salive. Son sourire s'évanouit. Ses petits yeux étaient plongés dans les miens. « Oui, bien sûr. » Il parlait calmement. Il observait mes réactions. « Mais pourquoi ?» bégayai-je. Il approcha sa face menaçante de mon visage. Il n'avait plus du tout l'air aimable. « Je sais pourquoi tu es venu chez moi il y a 5 jours, gronda-t-il dans mon oreille. Mais, monsieur Mortimer, je... Navré, Betty, hurla-t-il. Je ne peux plus te laisser partir. Tu ne quitteras jamais cet endroit. Je poussai un cri de terreur. J'étais pétrifié. Son regard confirmait qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. Et alors, la transformation commença. La tête, puis les yeux. « Quelle horreur! Quelle horreur !» m'écriai-je. J'étais complètement terrifié. Mon corps était agité de convulsions. Son crâne énorme battait comme un cœur. Sa bouche s'ouvrit, ignoble. Des filets de bave verte coulaient sur son menton. « Fiche le camp, Betty, fais quelque chose !» m'ordonnai-je. Son sourire s'élargit encore. Il poussa un horrible grognement et passa à l'attaque. « Non !» Je me jetai en arrière et de toutes mes forces, je lançai mon sac dans son ventre mou. Surpris, il eut le souffle coupé. Je pris la fuite. Il me suivit. J'entendis son souffle et son râle menaçant sur mes talons. Je courus entre les étagères. Un formidable coup de tonnerre fit trembler les vitres. M. Mortimer se rapprochait de plus en plus. Il allait m'attraper, m'étrangler, me dévorer. Au bout de la rangée centrale, je tournai à gauche et longeai le mur. Le ciel fut déchiré par un grondement effroyable. Je venais de commettre l'erreur qu'il fallait éviter. J'étais prise, acculée dans une impasse. M. Mortimer grogna, victorieux. La créature avait gagné. Désespéré, je renversai un meuble à tiroir contenant des fiches. Le meuble s'écroula et les fiches s'éparpillèrent sur le plancher. « Non !» hurla le monstre. Que lui arrivait-il? Pourquoi ce cri de désespoir? En gémissant, il se baissa et commença à ramasser les papiers. Je compris alors ce qui l'angoissait. Je venais de bouleverser son classement. Ses précieuses fiches étaient dispersées, son travail de plusieurs années compromis. Or, M. Mortimer n'était pas seulement un monstre, c'était surtout un vrai professionnel. Il ne pouvait supporter de voir son œuvre étalée par terre sans dessus-dessous. Qu'allait-il choisir? Me pourchasser ou sauver son trésor? Je tentais le tout pour le tout. Je passai à côté de lui comme une flèche et me précipitai vers la sortie. J'ouvris le verrou avec peine et m'enfuis à toutes jambes sous une pluie battante. Des flaques d'eau m'éclaboussaient. Soudain, à mi-chemin, je m'aperçus que j'étais suivi. Un éclair déchira le ciel. Je fis un bond quand la foudre tomba non loin de moi dans un bruit assourdissant. Alors je me retournai et m'arrêtai net. « Steph, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il respirait avec difficulté, il avait de grands yeux apeurés. « J'étais là, là-bas, à la bibliothèque, » bégaya-t-il en essayant de reprendre son souffle. « J'étais caché, j'ai tout vu. » Je sautai de joie et l'embrassai. « Génial !» Nous étions sous l'averse, mais ça nous était égal. Nous étions vivants. « Filons chez moi, criai-je, tu vas tout raconter à mes parents. » Nous rentrâmes en trombe à la maison, trempés jusqu'aux os. Maman était allongée sur le divan. Elle leva les yeux de son journal. « Betty, sèche-toi, tu vas mouiller tout le tapis. Et toi aussi, Steph. »« Papa n'est pas rentré ?» demandai-je. Mon père apparut dans l'embrasure de la porte du salon. « À quoi rime toute cette excitation ?»« C'est à propos de M. Mortimer, bredouillai-je. C'est... » Maman secoua la tête et leva la main pour m'arrêter. Mais Steph vint à ma rescousse. « Betty dit la vérité. » Ils l'écoutèrent jusqu'au bout. La transformation, la poursuite, tout. Maman suivit le récit avec attention. « Finalement, je pense que l'histoire de Betty est vraie, » conclut-elle quand Steph eut terminé. « Moi aussi, » confirma papa en caressant gentiment mes cheveux humides. « Et alors, qu'est-ce qu'on va faire » m'exclamai-je. Papa me contempla pensivement. « On va inviter M. Mortimer à dîner, dit-il. »« Quoi » m'indignai-je. « Il a essayé de m'avaler toute crue. Vous ne pouvez pas faire ça. » Mais il insista.
Je crois que nous n'avons pas le choix. 3 jours plus tard, M. Mortimer arriva avec un bouquet d'immortelles à la main. Il portait un pantalon vert et une chemise de sport jaune à manches courtes. Maman le remercia pour les fleurs et le conduisit dans le salon où nous l'attendions, papa, Gary et moi. J'étais debout, tenant fermement le dossier de ma chaise, et quand il entra, mes jambes flageolèrent. Mon estomac était aussi lourd qu'une pierre. Papa s'avança, la main tendue. « Ça faisait longtemps que nous voulions vous avoir à dîner, commença-t-il. Nous tenons à vous remercier pour les résultats de Betty. »« Oui, elle a nettement progressé, ajouta ma mère. » M. Mortimer me jeta un coup d'œil inquiet. Il paraissait attendre une réaction de ma part. « J'en suis vraiment heureux, affirma-t-il avec un sourire, un peu forcé. Il s'assit sur le divan. Maman lui présenta un plateau de biscuits au fromage. Il en prit un et le mangea délicatement. Gary s'était accroupi sur le tapis. Quant à moi, j'étais toujours dans la même position. Je n'avais jamais été aussi nerveuse. Notre invité paraissait également tendu. Papa lui offrit un verre de thé glacé. M. Mortimer en renversa quelques gouttes sur son pantalon. « Il fait tellement lourd aujourd'hui que le thé glacé est la boisson la plus appropriée, approuva-t-il en s'essuyant. « Travailler dans une bibliothèque doit être passionnant, non ?» demanda maman en prenant place à ses côtés. Papa, lui, resta debout près du canapé. Ils bavardèrent tous les trois pendant un long moment. M. Mortimer ne cessait de me regarder. Gary tapotait nerveusement le plancher avec ses doigts. Mes parents semblaient particulièrement à leur aise. Quant au bibliothécaire, il ne l'était pas du tout. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. J'avais l'estomac de plus en plus noué, et le hoquet qui survint provenait plus de mon énervement que d'autre chose. Mais personne n'y fit attention. Les 3 adultes continuèrent de discuter. Puis M. Mortimer se pencha vers ma mère et lui sourit. « C'est si gentil de m'avoir invité. Je n'ai pas l'habitude de manger de la vraie nourriture. Je peux savoir ce que vous avez préparé de bon ?»« Mais c'est vous qui êtes le dîner, cher monsieur, » le renseigna papa en s'avançant vers lui. « Pardon ? J'ai du mal à entendre, » fit l'invité en plaçant une main derrière son oreille. « Vous avez bien entendu ? Le dîner, c'est vous. » Il se releva en gémissant et tenta de s'enfuir. Malheureusement pour lui, mes parents furent plus rapides. Ils se jetèrent sur le pauvre bibliothécaire et sortirent leurs crocs pointus et acérés. Ils l'avalèrent en moins d'1 minute avec les os, les vêtements et le verre. Gary paraissait ravi. Pour ma part, je ne cachais pas ma joie et sautais au cou de mon père et de ma mère. Il faut dire que mon frère et moi n'avons pas encore de crocs. C'est la raison pour laquelle nous ne pûmes participer à ce festin. « Voilà qui est fait, » conclut maman en remettant en place les coussins. Puis elle se retourna vers Gary et moi. « C'est le premier monstre que nous ayons vu à la chute d'eau depuis 20 ans. C'est pourquoi nous avons eu du mal à te croire, Betty. »« Vous l'avez avalé vite fait, bien fait, » fis-je remarquer. « J'en aurais bien pris une part. »« Ne t'inquiète pas, tes crocs pousseront bientôt. Et tu n'as rien à regretter, il avait un de ses goûts de poussière. » Papa et maman éclatèrent de rire. Puis maman prit un ton sérieux et déclara. « Betty et Gary, vous devez comprendre pour quelles raisons nous avons dû réagir. Il est capital que nous restions les seuls monstres de la ville. Pas question qu'il y en ait d'autres. Sinon, il ferait peur à la population. Il y aurait une enquête et nous serions découverts. Nous serions alors obligés de quitter cette région que nous aimons tant. Message reçu, approuvai-je. Nous serons sur nos gardes. » Un peu plus tard, ce soir-là, je me retrouvais dans la chambre de Gary. Mon frère était dans son lit et je lui racontais une aventure pour l'endormir. Et alors, le bibliothécaire se cacha derrière une étagère, murmurai-je. Et quand un petit garçon nommé Gary s'approcha pour choisir un livre, l'homme étendit les bras, l'attrapa et... Betty, j'en ai assez de répéter la même chose. Je me retournai et vis ma mère debout sur le pas de la porte. L'expression de son visage résumait tout. Elle était très en colère. « Betty, il est hors de question que tu fasses peur à ton frère, sinon il fera des cauchemars. C'est fini maintenant. Plus jamais d'histoire de monstre. » Et voilà comment se termine la fille qui criait au monstre. Alors, si vous êtes toujours réveillé, on va faire un petit topo de cette histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pas super flippant, mais intéressant. La fin, surtout, je m'y attendais pas du tout. Enfin, en fait, si, parce que j'ai l'impression que dans la plupart des chairs de poule, les familles, quand il s'agit de monstres, le sont eux-mêmes. J'ai l'impression d'avoir une sorte d'habitude. Mais c'était quand même surprenant.
surtout la manière qu'ils l'ont bouffé en deux. J'ai plutôt apprécié l'histoire, bien que le fait qu'elle crie aux monstres, qu'elle dit des histoires de monstres et tout ça, et que personne n'y croit alors qu'elle est elle-même un monstre. Je me demande si Steph, enfin je pense pas que Steph en est un, parce que la famille, les parents disent qu'ils sont les seuls, ils veulent être les seuls à être des monstres. Mais sinon, parler tout le temps de monstres, ne croyons pas qu'il y a des monstres alors que vous êtes vous-même des monstres, même si ça fait 20 ans qu'ils n'avaient plus vu de monstres, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pour te faire penser qu'ils sont des humains normaux. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Vous, de votre côté, j'espère que cette histoire vous a plu. Si encore une fois vous êtes réveillé, likez, partagez, abonnez et commentez cette vidéo, ça me ferait plaisir. Nous allons nous quitter, comme d'habitude, sur le synopsis du livre suivant, le tome 27, Comment ma tête a rétréci. Je ne pense pas que celui-là fera peur, mais je ne l'ai jamais lu donc je ne juge pas. Alors qu'est-ce qui nous attend dans ce livre pour la prochaine lecture? Invité sur l'île Baladora, Marc découvre avec stupeur que sa tante a disparu. Cette disparition a-t-elle un lien avec le pouvoir magique qui obsède les habitants de l'île? Marc mène son enquête au pays des réducteurs de tête. Et si la sienne était en danger,